On a tous déjà testé, de balancer quelques mots à une IA pour qu'elle nous ponde du code. C'est assez bluffant. Mais voilà, comment on passe de cette petite expérience, de ce bricolage un peu magique, à quelque chose de vraiment solide, de l'ingénierie quoi. Surtout sur un projet qui traîne derrière lui 15 ans d'histoire. C'est tout le sujet du jour, comment on met de l'ordre dans ce chaos apparent pour vraiment reprendre la main. Et voilà, c'est exactement ça, cette citation d'un développeur de Microsoft. Ça résume parfaitement ce qu'on appelle maintenant le vibe coding. Vous savez, on jette une idée, une instruction un peu floue à l'IA, et on regarde la magie opérer. C'est hyper rapide, c'est grisant même, on a cette impression que plus rien ne peut nous arrêter. Oui, mais c'est bien là que le bas blesse. Quand se débrouiller ne suffit plus. Pour un proto rapide, c'est fantastique, on ne va pas se mentir. Mais pour un vrai logiciel, un logiciel qui doit tourner en production, être maintenu, sécurisé, évoluer pendant des années, eh bien cette approche, elle explose en plein vol assez vite. Alors la vraie question, c'est comment on fait pour aller au-delà? Alors, pour sortir de cette improvisation, on a besoin d'une vraie méthode, d'une structure. Et c'est là qu'intervient une approche qui change pas mal la donne, le développement piloté par les spécifications. En anglais, le Spec Driven Development, ou SDD. Et cette citation, elle met le doigt sur le problème fondamental, le goût. Une IA n'a pas de goût architectural, elle n'a pas cette intuition, cette connaissance des conventions d'un projet. Si on la laisse en roue libre, sans garde-fou, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Un framework qui n'a rien à voir, une structure de code complètement chaotique. En gros, on peut se retrouver avec une dette technique monstrueuse avant même d'avoir écrit la première ligne de code nous-mêmes. Le Spec Driven Development, ou SDD, ça vient complètement renverser la table. Fini le document de specs qui prend la poussière dans un dossier sur un serveur. Non, ici, la spec devient le cœur battant du projet, son cerveau. C'est la source de vérité, celle qui va guider, qui va piloter l'IA. Le changement de paradigme, il est là. Pour modifier le logiciel, on ne va plus trifouiller dans le code. On modifie la spécification et le code suit. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, le vibe coding, c'est un peu une jam session de jazz. C'est créatif, c'est super pour un proto, mais c'est imprévisible. De l'autre, le SDD, c'est une partition d'orchestre. C'est structuré, c'est pensé pour la production, c'est répétable. Et le point absolument crucial, c'est la persistance du contexte. Fini de tout réexpliquer à l'IA à chaque fois, tout est dans la spec, et ça, c'est le garant d'une cohérence sur le long terme. Bon, tout ça c'est bien beau en théorie, mais en pratique, on utilise quoi? Heureusement, il y a des outils qui existent pour mettre en place les SDD. On va se pencher sur les deux principaux acteurs du marché open source. D'un côté, on a SpecKit, qui est très lié à GitHub, et de l'autre, OpenSpec. L'objectif est le même, mais attention, leurs philosophies sont à l'opposé l'une de l'autre. Alors, la grosse différence, le truc fondamental à comprendre, c'est comment ils structurent les spécifications. SpecKit, lui, il est ce qu'on appelle fragmenté. Imaginez, pour chaque nouvelle fonctionnalité, on crée un nouveau petit fichier de spec. C'est génial quand on part de zéro sur un projet tout neuf, parce qu'on peut vraiment analyser chaque brique de manière isolée. À l'opposé total, on a OpenSpec qui est unifié. Là, on a un seul énorme document qui est la Bible du système. C'est beaucoup plus adapté quand on arrive sur un projet qui existe déjà, un brownfield, parce que ça donne une photo complète de l'existant qu'on veut faire évoluer. Donc, pour résumer, si on démarre un projet de A à Z, un projet Greenfield, SpecKit est vraiment le candidat idéal. Son processus est super carré, très académique. D'abord, on spécifie, ensuite on planifie, on découpe tout ça en petites tâches et seulement après on implémente. C'est vraiment l'approche parfaite si on veut construire une cathédrale logicielle en s'assurant que les fondations sont solides dès le départ. Et OpenSpec, eh bien, il s'attaque au scénario qu'on connaît tous, le fameux projet Brownfield, ce code qui a déjà vécu, parfois depuis très longtemps. Son approche est beaucoup plus souple, plus agile. On est dans un cycle proposé, appliqué, archivé. L'idée, c'est de pouvoir faire des changements rapides, incrémentaux. On ne rase pas tout pour reconstruire, on modernise petit à petit. Ok, donc on a deux super outils, un pour le neuf, un pour l'ancien. On pourrait se dire que le problème est réglé. Mais que se passe-t-il quand la réalité du terrain est tellement complexe que ni l'un ni l'autre ne fonctionne? On va plonger maintenant dans un cas d'école, une situation où les contraintes sont tellement fortes que toutes ces belles solutions sur étagère, eh bien, elles sont juste hors jeu. Pour vous donner une idée du monstre, imaginez une seule et même solution logicielle. Elle a plus de 15 ans. Et à l'intérieur, ce n'est pas un ou deux projets, non. C'est plus de 160 projets différents, tous interconnectés, tous dépendants les uns des autres. Le niveau de complexité, là, il est juste colossal. C'est ça le vrai défi.
Et comme si ça ne suffisait pas, voilà le mur des contraintes. D'abord, l'environnement de développement et de production est complètement déconnecté d'Internet. Air-gapped, comme on dit. Ensuite, tout est sur Azure DevOps, pas sur GitHub, donc SpecKit, on oublie. L'architecture, elle, utilise des patrons de conception très spécifiques, Prism, MVVM, et pour couronner le tout, un seul IDE est autorisé, Cursor. Bref, les solutions standards sont chaos techniques avant même le premier wound. Quand on se heurte à un mur comme ça, on a deux choix. Soit on abandonne, soit on devient créatif. Évidemment, on a choisi la deuxième option. On a dû forger notre propre solution, sur mesure. L'idée de génie, ce n'est pas de vouloir contourner les règles. Au contraire, c'est de les amener directement à l'intérieur du code, au plus près de là où l'IA va travailler. Le raisonnement est finalement assez simple. On part d'un fait. L'IA, elle, tourne en local, dans l'IDE Cursor. Et comme tout est hors ligne, elle ne peut appeler aucune API, aucun service dans le cloud pour savoir quoi faire. La conclusion s'impose d'elle-même. Les règles du jeu, les spécifications, cette espèce de constitution du projet, elle doit vivre avec le code, directement dans le dépôt Git. C'est un principe de souveraineté totale. Le projet devient une sorte de bulle complètement autonome et autosuffisante. Et là, on arrive à la pièce maîtresse, la clé de voûte de tout le système. C'est un tout petit fichier texte, un fichier qui s'appelle .cursorRules. Ce fichier, l'IA de l'éditeur va le lire avant chaque action. Et dedans, il y a une seule instruction, une règle d'or. Tu dois te comporter en mode spec first. Traduction pour nous, si tu ne trouves pas de spécification pour ce que l'on te demande, tu refuses de générer du code. Point. Pas de spec, pas de code. C'est local, c'est simple et c'est absolument imparable. Maintenant qu'on a l'architecture, voyons comment ça se passe au quotidien, en pratique. Pour que tout ça fonctionne de manière fluide et sécurisée, on a mis en place un cycle de développement en 5 étapes. 5 commandes très simples pour s'assurer que tout reste sous contrôle, même dans cet environnement complètement coupé du monde. Le workflow est super simple à suivre. Ça commence avec Specify, où on définit le besoin, le quoi. Ensuite, Plan, là on définit la stratégie technique, le comment. Après, Tasks, on découpe le plan en petites tâches gérables. Vient alors Implement, où l'IA code, tâche par tâche. Et on termine par l'étape qui est peut-être la plus cruciale de toutes, Verify. Là, c'est fascinant, on demande à l'IA de se transformer en auditeur de son propre code. Elle va vérifier que ce qu'elle a produit respecte bien la spec, l'architecture, et surtout qu'il n'y ait aucune tentative d'appel réseau, ou la moindre faille de sécurité. C'est une double boucle de contrôle en quelque sorte. Et tout ce parcours nous amène finalement à une question assez vertigineuse sur notre futur métier. Est-ce que le job le plus important demain, ce sera encore d'écrire du code, ou est-ce que ça va être de devenir des architectes de l'IA, des gens qui écrivent les règles pour le code, des gardiens du temple en quelque sorte, qui définissent le cadre, le terrain de jeu, pour que l'IA puisse ensuite construire, mais de manière efficace, cohérente et surtout sécurisée. C'est une réflexion qui, je pense, ne fait que commencer.